Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. Bienvenue dans votre émission Opinion. Cette émission Opinion que nous ouvrons en présentant nos condoléances à la famille de notre confrère Ndéné Bitèye. Il a été rappelé à Dieu. Nous présentons nos sincères condoléances à toute sa famille, mais aussi à toute la presse sénégalaise, particulièrement à l'ensemble du personnel du groupe Walfadjri, ainsi qu'à notre président, directeur général, M. Sidi Lamine Niasse. Cette émission d'opinion, nous allons la présenter avec notre doyen, le journaliste, analyste, politologue Babacar Justin Ndiaye. Bienvenue à vous, M. Ndiaye. Merci beaucoup pour votre invitation, madame. Oui. Alors, Babacar Justin Ndiaye, très rapidement, vous êtes journaliste, analyste, politologue, mais aussi vous êtes signataire de la chronique hebdomadaire Laser du lundi qui paraît chaque semaine sur Dakar Actu. Est-ce suffisant pour vous introduire? Largement suffisant, madame. Oui. Le maire de Dakar, élu par le conseil municipal à l'issue des élections locales de 2014, a été révoqué de son poste par décret présidentiel signé par le chef de l'État, Macky Sall. Vous l'aurez cru? J'ai deux niveaux d'appréciation. Sur la forme, il va sans dire que c'est dévastateur pour l'image du Sénégal. Ça balafre l'image du Sénégal. Je vous rappelle qu'hier et avant-hier, RFI et France 24 ont commencé leur émission sur ces fameux procès, Karim Wade, Khalifa Sall, etc. Donc, du point de vue de la forme, du point de vue de la surface, alors c'est dévastateur pour l'image du Sénégal qui est encore une fois balafrée. Maintenant, sur le fond, il s'agit bien sûr d'une affaire à la fois administrative et judiciaire. Donc, si vous lisez le décret, vous verrez qu'ils se sont référés, qu'ils ont également multiplié les considérations avant de faire tomber le couperet. C'est donc dire que, du point de vue de l'administration et du point de vue de la loi, je ne me prononce pas. Par conséquent, par contre, au plan des formes, il va sans dire que ce n'est pas joli pour l'image du Sénégal. Surtout que le maire Khalifa Sall a été élu par l'ensemble du conseil municipal et que ce conseil a été établi suite à un vote au niveau dans Dakar. Ce sont les Dakarois qui l'ont choisi, on pourrait dire, comme maire. Comment un décret présidentiel peut le révoquer de ce poste? Bon, je ne rentre pas dans ces dédales et ces labyrinthes parce que là, on va vers les lois qui régissent les collectivités locales et qui articulent la collectivité locale, c'est-à-dire la mise en lien entre la collectivité locale et l'État, etc. Là, c'est assez touffu et c'est très complexe. Ce que je peux dire encore du point de vue politique, c'est que la démarche, elle est une démarche à la hussarde. C'est une démarche forcenée. C'est une démarche extrêmement musclée. Donc, on est dans une logique politiquement féroce. Et ça peut nous mener loin. Vous savez, la rigueur politique, la dureté politique, elle peut être privilégiée, elle peut être sublimée, elle peut être portée au pinacle, comme c'est le cas, et avec ce régime, c'est exactement ça. Mais il faut faire très attention. On ne peut pas gouverner avec la mollesse, mais l'extrême fermeté, ça peut conduire jusqu'au naufrage. Vous savez, la fermeté à outrance, jusqu'au naufrage au Mali, avec Moussa Traoré, la fermeté à outrance avec Siad Barré en Somalie, jusqu'au naufrage, la fermeté à outrance avec Sékou Touré, le régime n'est pas tombé, mais le pays était devenu un goulag. Donc je crois que nous devons faire très attention dans la gouvernance, notamment la gouvernance démocratique, qui exige beaucoup de qualité. Vous savez, madame, la démocratie, ce n'est pas seulement un système, c'est aussi une affaire de sincérité. Ce qui veut dire que la démocratie, c'est l'affaire des grands seigneurs. Sinon, on peut toujours trouver des failles, on peut toujours trouver des interstices, on peut toujours trouver des petits trous par lesquels on peut fomenter et déployer des coups fourrés dans l'action politique et surtout dans une vie démocratique. Nous devons faire très attention à notre gouvernement, protéger les acquis qui nous ont été légués par les régimes devanciers et qui ont fait le rayonnement du Sénégal. Oui, l'argument concernant le fait qu'il est sous les liens de la détention, est-ce qu'il est plausible, étant donné qu'il doit faire même un pourvoi en cassation après le verdict du procès en appel? Encore une fois, les considérations juridiques ne sont pas simples. Je crois que le gouvernement a ses conseillers juridiques, ça c'est sûr. Alors la mairie a ses conseillers juridiques. Nous sommes dans un pays et dans un État où l'ancrage du droit n'est plus à démontrer.
il faut remonter très 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 loin pour comprendre que le Sénégal a une vie de loi très très ancienne et très remarquable. Donc je crois que tout ça relève d'un certain nombre de détails qui sont insignifiants par rapport à l'essentiel que je viens de décliner. C'est-à-dire que l'enjeu, ce n'est pas la bataille autour de la loi régissant les collectivités locales, ce n'est pas la bataille autour de la pérennité ou non d'une municipalité qui a été construite sur une légitimité indiscutable. Ce sont des batailles non négligeables. Mais je crois qu'ici, l'enjeu principal, c'est la pérennité de notre démocratie, l'image de notre pays, deux choses qui ne sont pas négligeables, et je ne force pas les mots, mais même le destin politique du Sénégal. C'est-à-dire? Le destin politique du Sénégal, parce que vous savez, on a été longtemps aux avant-postes de la démocratie, aux avant-postes de la bonne gouvernance. Mais avec des secousses comme ça, on pourrait se retrouver dans des situations qui ne sont pas forcément avantageuses par rapport aux autres pays qui nous entourent. Oui. Oui, oui. Pour en revenir à la candidature de Khalifa Sall, tient-elle toujours? Parce que ses souteneurs continuent de défendre sa candidature. Dans ce cas précis, je ne maîtrise pas les contours, mais je peux vous rappeler un précédent qui s'est passé dans un pays pas très éloigné du Sénégal. Ama Amadou a été jeté en prison et à partir de la prison, il a conduit le président Issoufou au deuxième tour. Ce qui était d'ailleurs humiliant. Parce que quand on est dans sa géole, bloqué, coincé, emmuré, barricadé, sans campagne électorale, ni mobilisation aucune, alors vous envoyez un président qui dispose d'une flotte aérienne, qui dispose d'une noria de 4x4 sur le terrain, vous l'envoyez au second tour, vous le contraignez à affronter un second tour, c'est déjà l'équivalent d'une victoire. C'est plus que la victoire, c'est même la gloire. Alors donc ce syndrome-là devrait faire réfléchir. Mais je crois que c'est le gouvernement actuel et l'État actuel et surtout la majorité présidentielle, telle que je la vois évoluer, je crois qu'elle fera montre de verrouillage et de rigueur tel que le syndrome nigérien ne va pas se transposer au Sénégal. Ils sont prêts à tout. Je crois qu'ils mettront le paquet pour empêcher la candidature de Khalifa Sall. Et aussi la candidature de Karim Wade, parce qu'ils ont les mêmes destins apparemment au plan politique. Karim Wade a vu son pourvoi au niveau de la Cour suprême. Cette Cour s'est déclarée incompétente pour se prononcer là-dessus, surtout concernant son inscription sur les listes électorales. Il y a le problème de la domiciliation qui est le nœud. Vous touchez du doigt un problème extrêmement préoccupant. C'est que le niveau de pollution judiciaire de notre vie politique et surtout de notre processus électoral en perspective de 2019, ce niveau de pollution, je pèse bien mes mots, ce niveau de pollution judiciaire est très alarmant. C'est presque sans précédent. Il y a eu certes des précédents dans ce pays, mais des précédents qui n'ont pas connu de telles conclusions aussi fermées, c'est-à-dire des conclusions aussi éliminatoires. Tenez. Au début des années 80, il y a eu l'affaire des armes de Libye, collées au PDS. Je crois que le mari de Sophie Ndiaye Sissoko, qui était une des égéries du PDS, avait été arrêté et tant d'autres avaient été arrêtés. Mais le président Diouf, qui pouvait s'appuyer sur une magistrature, il avait aussi ses procureurs. Il pouvait s'appuyer sur l'appareil judiciaire et empêcher la participation d'Abdoulaye Wade à l'élection présidentielle de 1983. Il ne l'a pas fait. Abdoulaye Wade, en dépit de cette affaire des armes libyennes, avait participé à l'élection présidentielle de 1983. Or, tout le monde sait que entre une caisse d'avance peu ou prou détournée et des armes convoyées de l'extérieur vers le Sénégal, il n'y a pas photo, comme disent les enfants. Là-bas, c'est la stabilité des institutions, la sécurité de l'État qui était en cause. Ici, il s'agit de l'argent, même si l'argent du contribuable aussi doit être respecté et protégé. N'empêche, Abdou Diouf avait laissé la voie libre au candidat Abdoulaye Wade. En 1988, il y a eu des affaires, une autre affaire similaire, les Libyens, les fameux prisonniers libyens, qui ont été également arrêtés sur l'aéroport de Dakar, Dakar Yoff. Il y a eu des implications autour du PDS, etc. Mais Abdou Diouf toujours
grand seigneur, je viens de vous dire que la démocratie c'est l'affaire des grands seigneurs. Abdou Diouf, en grand seigneur, il n'a pas voulu aller jusqu'au bout d'un point de vue judiciaire et éliminer Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade a participé à l'élection présidentielle de février 88. Oui. Même si peu après, il a été arrêté, il y a eu l'état d'urgence et tout. Mais sa participation a été enregistrée. 93, il y a eu l'assassinat de Maître Babacar Sy. Oui. Un assassinat quand même, et de quelle personnalité? Oui. Membre du Conseil constitutionnel dont il était le vice-président. Oui. Il a été assassiné. Il y a eu des rafles. Jean-Paul Diaz a été arrêté. Abdoulaye Wade a été arrêté. Ousmane Ngom a été arrêté. Mais on a connu l'épilogue que l'on a connu. Dans ce sens qu'Abdoulaye Wade a participé aux élections présidentielles. En 2000, Abdoulaye Wade a participé aux élections présidentielles, alors qu'à partir de 93, Abdou Diouf, avec l'assassinat de Maître Sy, pouvait faire le nécessaire pour lui fermer l'horizon 2000. Oui. Et pourtant, cet horizon 2000 lui a été très favorable, parce que c'est à cette occasion qu'il a été élu président de la République. Il avait même participé aux législatives de 98. Très bien. Donc si j'ai énuméré tous ces précédents, c'est pour dire encore une fois que la politique, chez nous, depuis très longtemps, elle a été l'affaire des grands seigneurs. Et la démocratie exige davantage de grandeur. Et de hauteur. Aussi. C'est exact, je suis d'accord avec vous. Grandeur et hauteur sont les deux piliers de la démocratie. Car la démocratie, c'est un système. C'est l'affaire des hommes. C'est l'affaire des hommes. La démocratie, ce n'est pas une science, c'est un système. Donc c'est l'affaire des hommes. Il n'y a que des concessions. Voilà. Et comme disait Churchill, c'est le moins mauvais des systèmes politiques. À partir du moment où c'est le moins mauvais, c'est aussi celui qu'il faut parfaire sans cesse. Et maintenant, Karim Wade, qui risque de ne point se présenter à la présidentielle, bien qu'il a été désigné comme candidat du Parti démocratique sénégalais. Mais la réponse longue que je viens de vous donner entre dans cet ordre d'idée-là. C'est-à-dire que nous avons encore un niveau de pollution judiciaire dans notre processus électoral sans précédent et c'est alarmant. N'avez-vous pas l'impression que la machine judiciaire est en train de broyer des candidats à la présidentielle? C'est-à-dire qu'on est en train de créer quelque chose de très fâcheux. Surtout pour le régime, pour le pays tout entier, mais surtout pour le régime en place, c'est-à-dire pour Macky Sall et sa majorité. Vous savez, le bilan peut être une réalité, mais la perception du bilan peut être biaisée par quelque chose d'autre. Parce qu'il faut faire la différence entre le réel et la perception. Voilà. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on est arrivé à un stade où le sentiment n'est pas synonyme de vérité. Mais on est arrivé à un niveau de préoccupation chez les gens où le sentiment le plus vivace est que les procureurs de la République sont les directeurs de campagne de Macky Sall. Or, ça, ce n'est pas bien. Je ne dis pas que c'est le cas, mais c'est le sentiment général, le sentiment vivace. Oui. C'est une forme de perception. Or, cette perception, il faut la prendre en charge aussi. On ne peut pas l'ignorer. Et ça, c'est très inquiétant. Je me demande si les tenants de cette majorité présidentielle, si l'entourage de Macky Sall est soucié de cet aspect des choses. Parce que si maintenant les citoyens ont le sentiment que le procureur de la République ou bien les procureurs de la République sont les directeurs de campagne d'un président, alors ce n'est pas bien pour l'image du Sénégal, ce n'est pas bien pour la santé de notre démocratie. Et quelque chose nous guette, c'est-à-dire le syndrome Kabila. C'est-à-dire ce qui s'est passé en RDC. Ici, on met en avant les procès. Ici, on met en avant le droit. Ici, on met en avant la justice, qui est respectable, dans une bonne mesure. Elle est distribuée au nom du peuple, très bien. Tandis que Kabila, lui, ce sont des turpitudes. Il utilise des turpitudes pour éliminer ses adversaires. Ici, ce ne sont pas des turpitudes à l'état brut, mais c'est un jeu plus fin. Plus subtil. Plus subtil, mais qui aboutit au même résultat. Et par conséquent, c'est nocif pour la démocratie. Et si on continue comme ça, même si on ne versera pas dans les turpitudes d'un Kabila, mais je répète et je redis que nous sommes guettés par un tel syndrome. Oui. Or, le Sénégal ne mérite pas ça. À cet instant, est-ce qu'on peut espérer que Karim Wade et Khalifa Sall participent à la présidentielle de 2019, au vu de ce qui se passe? Moi, personnellement, sans prendre en compte ce qui se passe, moi, mon intime conviction, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe, ça n'a rien à voir avec les verdicts, ça n'a rien à voir avec les plaidoiries, les réquisitions et autres, ni les étapes judiciaires, appel, machin, confirmation, tout. Mon intime conviction, c'est que ces deux-là ne participeront pas.
À la présidence. Oui, oui, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'on est dans une logique politique très féroce. Alors, la logique politique féroce, elle est implacable, c'est-à-dire elle va jusqu'au bout. Oui. Et en vérité, tout ceci nous est arrivé par une erreur magistrale qui a été commise par Macky Sall. C'est le fameux wax waxeet. En vérité, mon intime conviction, encore une fois... Avec le mandat. Oui. Si le président de la République avait respecté son mandat... 5 ans au lieu de 7 ans. Pas son mandat, mais son engagement solennel, urbi et orbi. Ouais. Urbi et orbi, c'est-à-dire, ça a été dit et répété ici, ça a été dit et répété hors des frontières. Je suis convaincu que si le président avait respecté son engagement solennel pris devant le peuple sénégalais, d'une manière ou d'une autre, s'il avait respecté cet engagement, non seulement il aurait étraîné un deuxième mandat, mais il aurait fait ses deuxièmes mandats sous le signe d'une vie politique plus qu'apaisée. Oui, oui. Ouais. À la limite, les Sénégalais auraient été tellement impressionnés, favorablement impressionnés, qu'ils auraient été encore davantage généreux vis-à-vis de lui. Vous savez, un mandat peut être même donné gracieusement. C'est une façon de parler. Parce que lorsque vous émerveillez un peuple, mais lui aussi, il vous rend hommage à sa façon. Oui. Et il avait l'occasion d'émerveiller le peuple sénégalais par le respect de son engagement. Et aujourd'hui, on aurait été loin de ce climat politique infernal. Oui. Voilà. Par rapport à la mairie de Dakar, ira-t-on jusqu'à mettre à la place une personne proche du pouvoir, alors que c'est une mairie gagnée par un opposant, on peut dire? Ah, mais à partir du moment où monsieur le maire est révoqué, les élections locales ne sont pas encore... Elles sont prévues en décembre 2019, la date après la présidentielle. Alors donc ce qui se passe relève d'une certaine forme de transition. Oui. Donc la délégation spéciale, elle est ce qu'elle est, elle est spéciale. La mairie de Dakar a été toujours présidée par des gens qui étaient bien adoubés par les Dakarois. Même si certains n'étaient pas Dakarois d'origine, ils ont été bien adoubés. Et ça compte. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire après? Même si cette personne est native de Dakar, mais issue de la mouvance présidentielle, est-ce acceptable? Oui, mais encore, il faut prendre en charge aussi un certain nombre de sensibilités. Parce que la municipalité de Dakar, ce n'est pas la présidence de la République. C'est une affaire locale, qu'on le veuille ou non. Donc il faut respecter la Médina, respecter le plateau, respecter Derklé. Vous savez, Senghor, il avait travaillé avec des grandes familles de Dakar qui lui servaient de point d'appui. Senghor, il arrivait de Joal, mais il s'était appuyé sur Mapaté Diop, le père de Mamadou Diop, le colonel ancien maire Mamadou Diop, la famille Diène, Adja Aram Diène. Il s'était appuyé également sur l'imam Diop, qui était à Dakar à l'époque, avant Maodo Sylla. Senghor s'était appuyé sur ces gens. Alors l'héritage, il l'a laissé à Abdou Diouf. Abdou Diouf aussi a amélioré la partie en trouvant des points d'appui, mais issus de famille de Dakar. Ablaye Makhtar Diop a été promu ministre sous Abdou Diouf, ainsi de suite. Donc, si le divorce avec Dakar sera encore plus total et plus fatal. Parce qu'après tout, le président de la République, il se réveille à Dakar. Voilà. Et depuis l'indépendance, aucun de nos présidents n'est né à Dakar. Abdoulaye Wade nous arrivait de Kébémer, Senghor de Joal, Macky Sall de Fatick, Abdou Diouf de Louga. Ouais. Donc aucun Dakarois n'a encore été élu président de la République. Par conséquent, il faut tenir compte de ça. Parce que le maire de la ville, c'est le premier magistrat de la ville. Il détient les clés, symboliquement parlant, de la ville. Alors autant de choses qui font que, Dakar étant orpheline, je crois qu'il doit y avoir un souci fort de ménager les Dakarois. Parce qu'il faut éviter des chirurgies sans anesthésie. Aller prendre un cadre de la PR natif de Diourbel pour le catapulter à la tête de la mairie, même s'il est issu de la majorité, ça peut poser des problèmes à un autre niveau qui n'a rien à voir avec l'échelle de l'État. Oui. L'entêtement des karimistes et khalifistes est-il un choix judicieux?
Vous savez, les batailles politiques, on les mène. Je crois que, madame, sur ces deux-là, on a dit l'essentiel. Savez-vous pourquoi? Oui. Parce que de toutes les façons, les batailles politiques sont... Ils s'entêtent à vouloir maintenir, défendre même leur candidature. Oui, mais que voulez-vous? Ils sont dans une bataille politique. Vous voulez qu'ils baissent pavillon, qu'ils capitulent? Mais non. Peut-être choisir d'autres plans, opter pour d'autres personnes qui vont mener la bataille. Ah, mais là, vraiment, c'est la cuisine intérieure au PDS, c'est la cuisine intérieure aux karimistes, etc. Oui. Ce n'est pas à moi de leur dicter des schémas quand même, parce que ça, c'est la cuisine intérieure. Mais ce que je sais, c'est que toute bataille a un épilogue. Mais on ne peut pas demander aussi à des gens qui sont dans un combat de baisser pavillon et de capituler. En vertu de quoi? Quand on se bat et on veut être coriace dans la bataille. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un point final. Voilà. Et le point final commence à se dessiner d'ailleurs à travers les décisions de justice. Babacar Justin Ndiaye, parlons du parrainage. Après ce qui s'est passé au ministère de l'Intérieur avec 87 coordonnateurs de candidats à la présidentielle, doit-on légitimer l'arrivée de cette loi sur le parrainage? Non, non. La loi, elle est votée le 19 avril dernier et la valeur de loi. Une loi, qu'elle soit bonne ou mauvaise, qu'elle soit scélérate ou pas, reste la loi. Maintenant, il y a bien entendu les décrets. Cela ne donne-t-il pas raison au chef de l'État qui évoquait ces multitudes de candidatures? Non, non, non. Justement, le problème de fond, il est à la fois abordé et escamoté. Abordé et escamoté. Parce qu'on a mis en avant de bons arguments et de mauvais arguments. Vous savez, le discours sur le parrainage est un discours fascinant, captivant, pertinent, impressionnant à la limite. Parce qu'on nous présente le parrainage comme une sorte d'antidote. Oui. Le sérum anti-pagaille, le sérum anti, passez-moi l'expression, chien-lit, le sérum anti-désordre. Donc on nous présente le parrainage comme une certaine panacée par rapport à une mauvaise organisation imputable aux candidatures plurielles, et non seulement plurielles, mais également, j'allais dire, débordantes. On a dit d'ailleurs que le parrainage était la meilleure arme contre les candidatures. Ça, je reprends l'expression de Ousmane Tanor Dieng, tapageuse et hasardeuse. On a dit également que c'était la meilleure arme contre les candidatures fantaisistes. L'expression a été utilisée plusieurs fois. Ouais. Vous savez, entre nous, le parrainage n'est pas mauvais. Le problème se pose au niveau de sa mise en œuvre et au niveau de ses contours. Les dédales, les labyrinthes dans lesquels et par lesquels il faut passer et aboutir au parrainage, c'est là où il y a le casse-tête. Ouais. C'est pourquoi, pour utiliser une allégorie, une métaphore, je vous dirais que le parrainage, c'est à la fois un pont et un mont. C'est un pont par lequel on canalise effectivement le flux trop nombreux de candidats et de candidatures. Très bien, parce qu'il faut canaliser. Tamiser, vous voulez dire? Tamiser, canaliser, comme vous voulez. Le pont. Parce qu'un pont est étroit. Si on met un pont, c'est parce que tout le monde ne peut pas passer à la fois. De ce point de vue, il ressemble à un pont. Ça toujours, c'est le même parrainage pont. Mais le parrainage aussi, c'est-à-dire l'extrémité d'un massif montagneux. Comme le Mont Blanc, comme le Mont Everest sur l'Himalaya. Ce qui veut dire que le flanc de la montagne, il faut l'escalader. Le flanc de la montagne est escarpé. Et arrivé au sommet de la montagne, donc, c'est la chose la plus dure au monde à appliquer et à mettre en œuvre, le parrainage. Oui. C'est un pont, c'est un mont. Donc, quelque part, c'est franchissable, c'est infranchissable. Donc, l'opposition a raison de déposer un recours au niveau du Conseil constitutionnel pour qu'on annule cette mise en œuvre du parrainage. Bon, mais l'opposition, elle a toujours ses raisons parce qu'elle fait une analyse. Alors, elle met en avant ses préoccupations et elle est allée où? Au Conseil constitutionnel. Elle est allée au Conseil constitutionnel. Elle fait son boulot, passez-moi l'expression. L'opposition fait son boulot. Mais laissez-moi faire mon boulot, c'est-à-dire l'analyse. Je vous disais tout à l'heure que c'est à la fois un pont et un mont. Mais c'est encore un filtre et une falaise. Le filtre est là qui tamise, mais la falaise est toujours infranchissable. Tenez, le nombre de signatures, les coordonnateurs, les délégués, les chiffres qui figurent sur la carte d'identité CEDEAO, les signatures qui doivent afficher une conformité au-dessus de toute erreur. Oui. Alors, mais théoriquement, c'est facile, mais pratiquement, c'est la chose la plus difficile. Macky Sall connaît bien la région du Sine Saloum, que vous connaissez aussi. Absolument. Il y a ce qu'on appelle la passe de Sangomar. C'était la hantise des navigateurs, parce qu'il fallait quitter l'océan et venir sur le bras de mer Saloum. Alors, la passe, elle était là, très étroite. Bon, et la passe est toujours là, d'ailleurs, Sangomar.
vous avez les balises, vous avez les sémaphores, mais l'étroitesse plus les bancs de sable sont tels qu'il faut zigzaguer. Alors, résultat, Sangomar, c'est une passe où l'on passe difficilement et où l'on échoue facilement. C'est exactement le parrainage. On passe difficilement, retenez l'adverbe, difficilement, oui. Et on échoue facilement. Donc il est plus facile d'y échouer que d'y passer. Alors, pourquoi? Mais c'est voulu comme ça, c'est le fameux filtre. Et si c'était simplement le filtre du parrainage? Mais on l'a vu tout à l'heure, au début de l'émission, on a aussi le fameux filtre des procès. De la justice, donc. À la limite. Oui, alors qu'on se chemine même vers la collecte des signatures, tous les électeurs qui ont été enrôlés cette année ne disposent pas de leur carte d'identité. Mais ça, ce sont les fameuses failles que j'ai résumées tout à l'heure. Jusqu'à présent. Oui, ce sont ces failles que j'ai résumées dans ces métaphores-là. Le filtre et la falaise, le pont et le mont. Mais c'est toujours ça, Sangomar passe. Difficile passe facile. Oui. C'est un peu ça. Vous entrez dans des détails, mais moi je schématise. Donc bonjour les difficultés autour du parrainage. Au même moment, le pouvoir détient le fichier électoral alors que l'opposition n'y a pas accès. Cela ne fausse-t-il pas le jeu dès le départ? Mais ça aussi, j'ai répondu à la question. Vous savez, madame, encore une fois, la démocratie, c'est l'affaire des grands seigneurs. Alors, si maintenant les règles sont habilement contournées, parce que tout simplement, on fait montre d'une certaine ingéniosité, alors à la longue, l'ingéniosité finira par tuer tout. L'ingéniosité peut contourner la règle. Mais si elle ne s'arrête pas, elle finira par tuer la règle. Voilà un problème qu'on veut résoudre par une solution. Mais voilà aussi que la solution comporte un supplément de complications. Voilà, c'est ça le parrainage. Oui. Je voudrais demander à mon réalisateur de nous sortir une vidéo présentant le président Macky Sall en train de danser. Je vais demander à Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye de nous mettre cette vidéo. Mais M. Ndiaye, je voudrais que vous revenez un peu sur cette posture du président Macky Sall, le président sortant. Avant, je vais vous proposer ces images et en regardant ces images, au plan communicationnel, quel état d'esprit devrait justifier l'attitude du chef de l'État en train de danser devant ses troupes? Je voudrais que vous visionniez tout d'abord la vidéo avant de revenir sur le commentaire. Je vous en prie. Oui, il y a quoi derrière cette image? Bon, d'abord, il faut dire que il y a une ambiance qui est inhérente à une pré-campagne électorale. Et c'est une ambiance d'effervescence, avec tout ce que cela comporte souvent et très naturellement comme relâchement. Bon, bien entendu, les observateurs, notamment les téléspectateurs sénégalais, ont un peu sursauté. Parce qu'il y a des choses qui se passent en Afrique centrale et notamment en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud. Vous savez, le président Zuma danse tout le temps. Cyril Ramaphosa danse tout le temps. Les Sud-Africains, quand ils manifestent leur colère dans la rue, pendant les périodes de grève, ils dansent. Quand ils sont joyeux, ils dansent. Mais là-bas, c'est une autre culture. Chez nous, quand le chef danse, ça pose problème. Donc ça, c'est peut-être le premier niveau d'appréciation. Maintenant, le reste, encore une fois... Et son état d'esprit? Ah, vous savez... Est-ce que cela dénote un état d'esprit qui est de vainqueur? Bon, il y a l'état d'esprit qu'on affiche. Mais l'état d'esprit réel, ça, c'est difficile à cerner. Oui, mais il y a des gestes qui trahissent. Oui, mais il y a aussi ce qui relève de la psychologie, c'est-à-dire de la guerre psychologique. Ne demandez pas à un président candidat à sa propre succession de donner le sentiment d'une mélancolie totale qui est le signe avant-coureur d'une défaite acceptée d'avance et d'une résignation totale. Et non. Et en voulant trop dissimuler?
Bon, mais là on va vers la psychanalyse. Parce qu'il y a quelques jours, on a vu un président, Macky Sall, absent lors de la cérémonie de réception de l'Arena Tour. Oui. L'inauguration de l'Arena Tour. On a vu un président Macky Sall à travers la RTS, pensif même. Et ça a créé même des supputations. Maintenant, quelques jours après, si on voit ce même Macky Sall danser devant un public, devant la République même, je dirais, qu'est-ce que cela doit... Mais est-ce que quand les situations changent, les comportements peuvent changer? C'était peut-être une autre situation, ce que vous venez de décrire. Mais je vous dis que ce qui s'est passé à Diamniadio, c'était une effervescence préélectorale. Ensuite aussi, il y avait le banc et l'arrière-banc de l'APR. Ils mobilisaient. Alors, comme c'est le patron, c'est le chef, alors pour mobiliser, alors il ne faut pas donner l'impression d'être, comment on appelle ça encore, hésitant, tâtonnant, etc. La meilleure façon de galvaniser les troupes, c'est de donner l'impression qu'on croit à la victoire. Même si c'est un jour ouvrable et que l'on mobilise toute la République derrière. Donc ça, ce sont des aspects qui ont été malheureusement réglés avant, mais sur lesquels nous retombons. Parce que le président Abdoulaye Wade avait fait une attaque virulente en direction du PS à l'époque, pour dénoncer la tenue des réunions du bureau politique à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale étant, comme son nom l'indique, l'Assemblée nationale. Alors, Abdou Diouf avait pris acte, en grand seigneur. Il avait transféré les réunions du bureau politique du PS à la maison du parti. Alors, donc, on avait fait une certaine avancée sous le PS. Mais c'est Abdoulaye Wade qui a commencé à recevoir ses militants là-bas au palais. Au palais. Les taxis jaunes noirs au palais. Les cars rapides au palais. Alors, Macky Sall... Les transhumants au palais. Macky Sall étant un épigone d'Abdoulaye Wade dans une très bonne mesure, son continuateur, dans une très bonne mesure, lui aussi, il maintient les mêmes mœurs et les mêmes pratiques. Et c'est ça qui est problématique au Sénégal. C'est-à-dire, ces demi-tours que nous sommes en train de faire, au lieu de vivre des avancées de plus en plus fulgurantes. Oui. Avant d'en finir avec le parrainage, il y a des procédés qui entourent la quête de parrain. Est-ce que ce n'est pas l'achat des consciences qui va revenir par la fenêtre? Vous savez, quand il s'agit des procédures, encore une fois, là vraiment c'est le marécage. La quête de parrain? Non, oui, c'est-à-dire c'est la procédure. Parce que comment collecter les parrains, comment obtenir les signatures. Donc il faut aller vers le peuple parrain, c'est-à-dire vers les citoyens parrains. Alors là, non seulement c'est le marécage du point de vue de la mise en œuvre, j'ai fait la démonstration tout à l'heure, mais il se trouve que les contours restent flous. L'autre jour, j'ai suivi un radio-trottoir de Sud FM. On a interrogé un citoyen de Ziguinchor sur le parrainage. Il dit, il ne sait pas. Et il dit, mais le journaliste lui dit, comment vous avez vécu ça? Il dit, ce que je sais, c'est qu'un monsieur est venu me dire, remettez-moi ma carte d'identité pour le parrainage. Ah oui. Votre carte d'identité. Comme ça. Voilà. Il lui a remis la carte d'identité. Il lui a dit que ça suffit. C'est ça le parrainage. Il est parti avec sa carte d'identité. Mais vous savez que ça, c'est vraiment non seulement une définition, mais c'est aussi une mise en œuvre très sommaire du parrainage. Donnez-moi votre pièce d'identité, vous me la donnez, c'est le parrainage. Bon. Alors, si le citoyen qui doit parrainer, lui-même n'en sait que ça, voilà ce qu'il sait du parrainage, la carte d'identité qu'il doit remettre. Ce qui fait que la sensibilisation, cela veut dire qu'il y a beaucoup de problèmes qui n'ont pas été résolus en amont. On est allé vite en besogne. Alors, on a géré l'urgence, et je ne sais pas pour quel motif on a géré l'urgence. Surtout que, qu'est-ce qui a été dit autour du parrainage? Encore une fois, c'est pour mettre fin à la mauvaise organisation. C'est pour mettre fin également à l'inflation des candidatures. Mais la mauvaise organisation, ce n'est pas une affaire de processus électoral. Ou alors, si c'est une affaire de processus électoral, c'est imputable essentiellement à l'administration. Il y a un calendrier électoral qui l'a rendu élastique. Pourquoi on a organisé les élections législatives plus tôt? Oui, les élections législatives. Non, les législatives, le 31 juillet 2017. Mais pourquoi le 31 juillet? Pourquoi pas au mois de mai ou au mois d'avril? Alors tout le monde sait que dans ce pays, il y a des zones, des régions où les pluies sont à la fois abondantes et précoces. Et les changements climatiques sont tellement instables que parfois aussi, la pluie, elle n'est ni abondante ni précoce. Donc je crois qu'il y a parfois des problèmes. Parce qu'on avait même opéré à un report des législatives. Voilà. Donc certes, il faut porter la critique sur les candidatures hasardeuses et tapageuses, comme dit Tanor, mais il faut porter aussi la critique sur l'organisation. Et là, c'est imputable à l'État. Il se trouve qu'il y a mieux que ça. Mais le bulletin unique, c'est la meilleure solution. Et l'argument qu'ils mettent en avant, c'est un argument qui me fait honte. Ils vous disent
Sénégal, si on pratique le bulletin unique, avec le taux élevé d'analphabétisme, le taux élevé d'illettrisme, mais les Sénégalais osent dire ça. Mais l'école coloniale a été implantée ici en premier. Gorée. C'est depuis 1913. Il y a aussi l'utilisation même des téléphones portables partout dans le pays. Mais je veux dire, le Mali, qui sur le plan de la formation des hommes, des ressources humaines, en tout cas de l'histoire de l'école, de l'implantation de l'école, le Mali a accusé un retard par rapport à nous. Nous, on avait déjà l'école normale William Ponty, Modibo Keïta, Amani Diori, Oufé Boigny ont été formés à William Ponty. Alors, est-ce que le Sénégal peut oser dire non, on ne peut pas le bulletin parce que les gens ne sont pas assez instruits? Parce qu'ils vous disent que un militant, ou bien un électeur plus précisément, désireux de voter Macky Sall peut se tromper et voter Idriss Seck. Mais attendez, l'inverse aussi est possible. Un militant désireux de voter Idriss Seck peut se tromper aussi et voter Macky Sall. Donc la marge d'erreur, elle est équitablement répartie. Alors il faut l'accepter comme tel. Ce sont les aléas. C'est des choses qu'on peut changer, mais au fil du temps. Mais en tout cas, l'argument est mauvais. Quand on sait que l'école coloniale s'est implantée ici en premier, quand on sait que le président Senghor fait partie des promoteurs de la francophonie, même s'il n'a pas inventé le mot, c'était le principal promoteur. Alors nous sommes mal placés pour dire qu'on ne peut pas utiliser le bulletin unique parce que les gens ne sont pas assez instruits au moment où les Maliens l'utilisent. Alors, donc je crois que dans cette affaire, il y a un problème de bonne foi. Il y a un problème de volonté d'aller de l'avant. Il y a un problème également de conviction profonde en démocratie. Oui. En cherchant un peu plus sur votre flair, qu'augure cette présidentielle de 2019? Que quoi? Qu'augure cette présidentielle de 2019? Bien entendu, des bruits, des secousses, du tumulte. Parce que le parrainage est déjà une machine à produire le tumulte. Le parrainage est une machine à produire des secousses. On en aura. On en aura. Parce qu'on a voulu coûte que coûte l'imposer. Jusqu'à quel niveau? Ah bon, écoutez, moi je fais de l'analyse. Je ne peux pas aller au-delà, parce qu'au-delà, je ne serai plus un analyste. Je serai quelqu'un qui lit dans comment on appelle ça encore? Un prédicateur. Voilà, je ne lis pas dans la boule. Alors donc... À votre avis, la presse ne joue-t-elle pas le jeu du pouvoir en créant le vide en cas d'élimination des candidatures de Khalifa Sall et Karim Wade? Il y a d'autres figures qui émergent à côté de ces reprenez, je n'ai pas compris. La presse ne joue-t-elle pas le jeu du pouvoir en créant le vide après l'élimination des candidatures de Karim Wade et Khalifa Sall? Puisqu'il y a d'autres personnalités qui voudraient briguer le suffrage des Sénégalais. Mais la presse tombe-t-elle dans un piège ou bien chevauche-t-elle l'actualité? Ou bien elle joue le jeu? Non, je ne pense pas. Ce serait un peu trop... Ce serait un peu... non seulement sévère, mais ce serait presque l'esquisse d'un procès en sorcellerie. Moi, ce que je sais, c'est qu'elle est en train de chevaucher l'actualité. Parce que c'est l'actualité qui met en avant Karim Wade. C'est l'actualité, et quelle actualité d'ailleurs? L'actualité judiciaire. Ce qui est triste dans une démocratie. Mais il faut faire avec. C'est l'actualité judiciaire qui met en avant les deux. Et par conséquent, la presse est obligée de chevaucher cette actualité-là. Mais je ne pense pas que la presse opère un tri fantaisiste ou un tri cynique. Ça m'étonnerait quand même. À savoir Cheikh Hadjibou Soumaré, l'ancien Premier ministre, Idrissa Seck, Ousmane Sonko, mais aussi il y a des indépendants comme Maître Mame Adama Gueye et Bougane Gueye Dany. Ces personnes n'ont-elles pas leur partition à jouer? Mais bien sûr, la preuve c'est que ils se sont positionnés en conséquence. Ils se sont positionnés en conséquence. Le peuple souverain va trancher. Si la falaise du parrainage est franchie, si le monde du parrainage est franchi, si Sangomar que représente le parrainage est franchi. Parce que voilà le problème. C'est ça le problème. C'est qu'on a, on a là un obstacle de taille. Un obstacle de taille et qui est plus ou moins pris en charge, notamment en termes de validation par le Conseil constitutionnel. Alors donc, quelque part, l'exécutif. Bon, même si la justice est censée être indépendante. Comme on dit. Comme on dit, oui. Oui. Au sein de la corporation, à l'orée de la présidentielle, n'y a-t-il pas quelques craintes au vu des MIMAC qui s'y opèrent côté manipulation surtout? Au sein de quelle corporation? La presse. Oui. Y a-t-il pas de la manipulation dans le traitement de l'information? Ah, vous savez, madame, moi je me suis éloigné des rédactions depuis très longtemps. Même à Dakar Actu, je suis un chroniqueur collaborateur extérieur. Je travaille à domicile.
j'envoie... Mais vous avez votre regard quand même sur le travail des journalistes. Non, j'ai été dans les rédactions, j'ai été même noyé dans les rédactions pendant de longues années, au Sénégal comme à l'étranger. Bon, mais je me suis éloigné des rédactions au sens quotidien du terme, quoi. Donc la vie des rédactions, je la connais de moins en moins. Donc, et le travail des journalistes? Bon, le travail des journalistes... Comment vous le jugez le matin, à quelques mois de la présidentielle? Non, le matin, j'ai un aperçu à travers les journaux que je lis. Voilà, là, j'ai un aperçu. Mais vous savez, cet aperçu-là, il est parcellaire. Hein? Ce n'est pas suffisant pour porter un jugement global et surtout un jugement de valeur sur les journalistes. Non? Le travail sera-t-il convenablement fait au vu des changements, surtout opérés dans le top management du CNRA, mais aussi il y a ce projet de loi portant sur les nouvelles codes électroniques visant des restrictions sur les réseaux sociaux? Oui, ça, ce sont des données nouvelles qu'on peut analyser sous le signe de l'inquiétude, même si certains veulent optimiser, mais on a aussi des motifs d'inquiétude. Vous savez, tout ce qui s'apparente à des restrictions pose problème en démocratie. En mai 68, il y avait un cri, c'était plus qu'un slogan, c'était un cri. On disait en mai 68, en France, hein, il est interdit d'interdire. Bon, donc en démocratie aussi, il est presque interdit d'interdire. Donc moi, tout ce qui s'apparente à... Je ne veux pas dire que la démocratie, c'est la chienlit ou c'est la pagaille, non, loin s'en faut. Mais, vous savez, quand on est porté sur les interdictions, on m'inquiète. Or, ce pouvoir-là, depuis très longtemps, il est porté sur les interdictions. Et il pense que toutes les solutions passent par les interdictions. Le culte de l'interdiction. Alors ça pose problème en démocratie. En démocratie. Babacar Justin Ndiaye, intéressons-nous au Mali, nos voisins d'à côté. Avec ces sanctions maintenues par l'ONU au lendemain d'une présidentielle controversée, peut-on affirmer que ce pays n'est pas sorti de l'ornière? Non, le pays que nous connaissons, que nous aimons bien, nous avons été ensemble conduits à l'indépendance par Modibo Keïta, Senghor, Lamine Gueye et autres. Dans le cadre fédéral, la Fédération du Mali, nous partageons la même devise, ce qui est exceptionnel. Ce sont les deux seuls pays au monde qui partagent la même devise. Un peuple, un but, une foi. Le Costa Rica et le Panama ne partagent pas ça, l'Inde et le Pakistan encore moins, la France et l'Allemagne non plus. Alors c'est donc dire que le Mali nous est proche, le Mali nous est cher. Et le Mali frôle l'abîme. Vous savez, le Mali est au carrefour de toutes les difficultés. Dieu merci, ça bouge, hein, sur le plan diplomatique. Mais comme la diplomatie ne se fait pas sur la place du marché, bon, souvent la presse n'est pas au courant. Mais je crois qu'au Sénégal, on a fait un geste. Le président Macky Sall s'est impliqué. Je crois de source sûre qu'il a appelé les deux. Soumaïla Cissé et Ibeka. Le président Idriss Déby aussi a fait la même chose. Donc attention, ça bouge, hein, ça bouge, mais de façon souterraine, dans le sens de l'apaisement. Le président Idriss Déby, il est très écouté au Mali. Rappelez-vous, en 2013, l'armée tchadienne et l'armée française ont conjointement libéré le nord du Mali. Et tous les observateurs militaires vous diront que ce sont les Tchadiens qui ont payé le plus lourd tribut. Parce que les Français, ils avaient la logistique, le matériel, l'aviation et tout. Mais ceux qui ont nettoyé le massif montagneux de Kidal, ce sont les Tchadiens. Donc Idriss Déby, il est très écouté au Mali. Et il a appelé les deux. Le patron des Nations Unies, Guterres, aussi a appelé les deux. Donc de ce point de vue... Vous attendez une issue heureuse avant le 4 septembre? Oui, même si Soumaïla est condamné à gesticuler. Il a travaillé sur deux tableaux, la participation, il n'a pas boycotté, et la déstabilisation, ce sont ces caravanes qu'il multiplie dans les rues. Il sera donc installé le 4 septembre, comme le soutiennent ses partisans. Oui, non seulement lui, il sera installé par ses partisans, mais il y a un autre candidat malheureux, le général Moussa Sinko Koulibaly, qui commande l'école militaire de Koulikoro, qui dit que lui aussi, il va participer à l'installation de son candidat Soumaïla. Mais vous savez, madame, ça c'est l'écume. C'est l'écume. Dans cette élection malienne, on a tout escamoté. On a escamoté l'enjeu. Parce que l'enjeu, ce n'est pas la santé de la démocratie malienne. Dans un pays aussi escanté que le Mali, on ne peut pas organiser une élection aussi impeccable qu'au Botswana ou au Danemark. Et je crois que Soumaïla Cissé le savait d'avance, Bouy Ibeka le savait d'avance, tous les autres 24 candidats, disons les autres 22 candidats le savaient. Donc les 24 candidats, chacun d'entre eux savait que le Mali était tellement esquinté qu'une élection allait forcément sécréter des loupés, des ratés et des lacunes. Et ça s'est passé comme ça. Il y a même plus grave. Ibeka a sous-traité l'organisation de l'élection au groupe armé. À Kidal, à Aguelok, à Taoudénit. C'est le MNLA qui a organisé les élections. Mais vous vous rendez compte? Un État qui sous-traite
l'organisation des élections à un groupe armé hors la loi. Qui reconnaît même donc ces dissidents. Mais plus que ça. Oui. Bon, vous me direz qu'ils ont déjà signé l'accord d'Alger, qui est déjà l'horizon funèbre pour le Mali uni. Mais je vais vous donner je vais faire un parallèle saisissant pour vous. Oui. Sous-traiter l'organisation des élections à un groupe armé, au Sénégal, ça donnerait quoi? C'est comme si le gouvernement de Dakar demandait au MFDC d'organiser les élections à Diouloulou. Le soir, les MFDC réunit tous les dossiers, tous les documents pour les expédier sur Dakar et Dakar valide une élection surveillée et sécurisée par les MFDC. C'est ce qu'IBK a fait. Quelque part aussi, les protestations véhémentes de Soumaïla Cissé sont fondées, même si lui aussi savait que ça ne pouvait pas se passer autrement. Alors donc, voilà le Mali, le niveau de malheur du Mali. Et le véritable enjeu, c'est pas IBK. Il ne suffit pas d'être locataire à Koulouba pour régler le problème. Le problème, c'est que le Mali, la consécration de la partition est établie. L'accord d'Alger, c'est un linceul pour le Mali. Le Mali, il dit c'est fini. C'est fini. Et les opposants aussi sont cyniques, parce qu'ils demandent à IBK d'appliquer l'accord. Si IBK applique l'accord, le Mali sera coupé en deux et lui, il tombera. Mais Soumaïla Cissé qui parle aussi, placé à Koulouba, il ne ferait pas mieux que IBK par rapport à cet enjeu-là. Peut-être il rendrait l'agriculture plus florissante, peut-être les denrées de première nécessité connaîtront une certaine baisse au niveau des prix, mais le sort de Kidal, la fédération en perspective, et qui est dans les limbes de l'accord d'Alger, ça, il n'y peut rien du tout. Alors c'est pourquoi je me dis que nous devons aider le Mali. En quoi faisant? Ah oui, nous, Sénégalais, nous devons aider le Mali parce qu'en cas de naufrage, nous aurons des pépins. Nous aurons des pépins. Imaginez si les djihadistes avaient pris le contrôle du Mali, ils auraient pris le contrôle aussi du barrage de Manantani. Eux, ils ont détruit des mausolées à Tombouctou. Pourtant, ce sont des musulmans. Et les mausolées, là, c'était des mausolées de saints hommes. Ils les ont démolis, sous prétexte que leur idéologie, leur doctrine est supérieure à la doctrine des confréries. Bon. Ce qui veut dire que pour eux, tout ce qui est occidental, tout ce qui n'est pas islamiste et salafiste ou quelque chose comme ça, est hérétique. Mais ces gens-là, arrivés au barrage de Manantani, où il y a une technologie occidentale pointue, mais ils auraient tout démoli. Et imaginez le barrage de Manantali démoli, le gap énergétique que cela nous créerait, sans oublier les problèmes de navigation sur le fleuve Sénégal. Bon, ça c'est des perspectives trop cauchemardesques, je ne veux pas m'appesantir, mais c'est une façon de dire que nous, Sénégalais, on a intérêt à aider le Mali. Nous avons de bonnes raisons d'épauler le Mali. Mais est-ce qu'on le fait assez? Je ne sais pas trop, parce que moi je ne suis pas aux commandes de l'État. Je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Oui, en Côte d'Ivoire, par contre, avant d'aller à la Mecque, le président Ouattara a amnistié l'ex-première dame Simone Gbagbo. De la sorte, Alassane Ouattara cherche quoi, selon vous? Non, il dessert l'étau. Il ne cherche rien d'autre qu'à desserrer l'étau. Vous savez, il est arrivé au pouvoir dans les conditions que l'on sait, dans les fourgons de l'armée française. Parce que c'est l'armée française, les blindés et les hélicoptères français qui ont achevé le boulot. Et ils l'ont installé. Bon, ils l'ont installé parce que vous savez, la Côte d'Ivoire et le Sénégal sont deux points d'appui, deux pôles d'influence de la France en Afrique. Bon, Gbagbo avait un peu échappé à leur contrôle, alors ils se sont ressaisis, ils ont écarté Gbagbo. Mais je crois que maintenant, ils vont mettre le paquet pour ne plus perdre la Côte d'Ivoire. Le Sénégal, on n'en parle pas. Alors, mais le problème aussi, c'est qu'il y a une fracture nord-sud. L'épicentre du pouvoir était au sud. Houphouët-Boigny, il était du groupe Akan. Gbagbo, même le général Robert Gué n'était pas du nord, il était du sud et de l'ouest. C'est donc dire que l'épicentre du pouvoir a été déplacé du sud au nord, chez les Djoula, chez les musulmans. Alors, ça crée une fracture béante et saignante en Côte d'Ivoire. D'où l'urgence, l'impérieuse nécessité d'une réconciliation nationale, mais qu'il n'est pas facile de peaufiner et de réussir. Alors Ouattara s'y est cassé la figure. Il s'y est cassé la figure. Maintenant, il pense que avec la libération de Mme Gbagbo, qu'il voulait pourtant envoyer à la CPI. C'est l'opinion ivoirienne qui était farouchement opposée. Mais après avoir envoyé M. Gbagbo, il était sur le point d'envoyer Mme Gbagbo. Mais l'opinion s'est dressée contre lui, y compris ses alliés du PDCI RDA. Parce que là, ils ont été touchés dans leur honneur national. Envoyer des nègres comme ça à la CPI, ils ont été choqués. Pour Gbagbo, c'est déjà parti. Mais pour celle-là, c'était inacceptable. Alors donc, il a fait demi-tour. Il y a aussi que les soutiens qu'il avait en France avec les Sarkozy, il les a perdus. Je crois que Macron n'est pas tellement en osmose avec lui, pour ne pas dire plus. Il se trouve aussi qu'il est âgé.
il est usé, il veut partir, mais allez-y savoir si le problème de la relève ne sera pas très très sérieux. Il est déjà sérieux d'ailleurs. Ah, il y a Soro qui se positionne. Non seulement il y a Soro, mais il y a également la rupture entre le PDCI et le RDR, c'est-à-dire le fameux bloc qui a été vainqueur de Gbagbo électoralement. Oui. Si Gbagbo a été vaincu, parce que là aussi c'est un autre débat. Le fameux bloc s'appelle le RDHP, c'est-à-dire le Rassemblement des ouféitistes pour la démocratie et la paix. Alors, mais ce bloc a éclaté, oui. Voilà. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans un cas de figure extrêmement délicat, d'où les grandes manœuvres auxquelles il se livre. Oui. En Gambie, avec les scandales économiques, Barrow ne risque-t-il pas de voir son pouvoir vaciller? Vous savez, ça, ce sont des péripéties qui étaient prévisibles. Barrow est arrivé au pouvoir dans les conditions que l'on sait. Bon, il bouge. Mais ce ne sera pas simple quand s'agissant de la Gambie, parce que plus rien ne sera comme avant. Comme avant. Bon, je ne dis pas que le Sénégal doit mettre la Gambie sous tutelle. Je ne dis pas que la Gambie doit être le protectorat du Sénégal. Ce serait excessif et ce serait même contre-productif. Parce que ça produirait un effet de rejet. Mais le Sénégal aussi ne peut pas ne pas être attentif à ce qui se passe là-bas. Bon, Barrow est-il à la hauteur? Barrow n'est-il pas à la hauteur? Mais le Sénégal doit veiller au grain. Parce que là, il s'agit d'une question de sécurité nationale. C'est différent de la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau, c'est une autre paire de manches. La Mauritanie, même chose. Mais la Gambie n'est pas un État voisin du Sénégal, je le répète. La Gambie n'est pas un pays voisin. La Gambie est un pays dans l'estomac du Sénégal. Voilà. Alors, à partir de ce moment, c'est autre chose. Même si nous devons être souciés de la souveraineté de la Gambie, nous devons aussi prendre en compte la dimension sécuritaire. Et par conséquent, les contre-performances de Barrow sont gênantes, mais il faut faire avec. Merci Babacar Justin Ndiaye. Je rappelle que vous êtes politologue et aussi chroniqueur à Dakaractu. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci. Merci à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous ont prêté attention. Grand merci à Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye qui a réalisé cette émission. Merci à Oustaz Hassan Diouf pour la coordination. Excellente semaine à vous. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.